Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous voulions vous parler d'un projet que nous menons avec la région Hauts-de-France sur l'intégration de GNV, de bio-GNV dans le monde ferroviaire et notamment sur des rétrofits dual fuel de locotracteurs. Donc, on a mené une étude en décembre et décembre 2019 et janvier 2020 sur justement l'adaptation de cette technologie sur des locotracteurs en Hauts-de-France. Donc c'est une étude qui a été menée avec Arterail et 2C Consulting. Avant de commencer, je voulais faire une petite introduction du GNV et du bio-GNV. Donc le GNV, c'est du gaz naturel qui est utilisé comme carburant. Donc GNV pour gaz naturel véhicule. Et son pendant renouvelable, le bio-GNV, qui est produit à partir de biogaz, qui lui-même est produit à partir de déchets agricoles, d'effluents d'élevage ou de stations d'épuration. Alors quand on parle du GNV ou du bio-GNV, en vérité, on parle de deux types de carburants. Le GNC, donc gaz naturel comprimé, qui est du méthane ou de biométhane qui a été comprimé à 200 bars dans des réservoirs qui sont renforcés, et qui permet en gros d'avoir des autonomies aux alentours de 500 à 800 km. Dans les cas les plus favorables, on peut même atteindre 1000 km. La deuxième forme qui existe, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est en fait du méthane qui a été refroidi à moins 160 degrés et qui passe du coup de la phase gazeuse à la phase liquide. L'intérêt de ce carburant, c'est qu'il a une grande densité énergétique. Il faut savoir que du coup, un mètre cube de GNL équivaut, donc de GNL liquide, équivaut à 600 mètres cubes de gaz naturel gazeux. Par contre, il y a d'autres contraintes sur les opérations autour de ce carburant, du fait de sa température très basse, et le fait qu'il y ait besoin qu'il soit maintenu en température. Cette densité énergétique lui permet d'assurer des distances qui sont un peu plus longues en termes d'autonomie pour atteindre environ 1000 km. L'autre avantage du GNV et du bio-GNV, c'est les gains environnementaux qu'il permet. Donc, il faut savoir que le GNV permet de réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 20% et le bio-GNV, version renouvelable, les diminue de l'ordre de 80%. Les avantages sont aussi sur la partie qualité de l'air. Il y a une diminution de moitié des émissions de NOx, qui sont des particules cancérigènes. Et les moteurs sont grosso modo 2 fois plus silencieux que des moteurs diesel. Si on revient dans le monde ferroviaire, on se rend compte que le GNV est déjà utilisé dans le monde. Grosso modo, il y a quatre gros pays qui l'utilisent déjà de manière importante. Les États-Unis, le Canada, où il est utilisé à la fois pour du transport de passagers et du fret. L'Inde et la Russie, l'Inde sur la partie transport de voyageurs majoritairement, et la Russie sur la partie fret principalement, notamment avec le projet Yamal, donc un projet de puits de gaz en Sibérie, où des trains sont utilisés pour transporter le gaz. Si on fait un petit focus sur l'Europe, il y a déjà plusieurs pays qui sont engagés dans l'usage du GNV pour le monde ferroviaire, avec l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque et la Lettonie. Alors c'est un peu plus récent, les mises en service datent de 2017. Et on a deux pays qui ont marqué un intérêt pour développer le train au GNV, la Suède et la Norvège, donc sur la partie transport de voyageurs à partir de bio-GNV. Quand nous nous sommes intéressés à l'utilisation du GNV dans le monde ferroviaire, on s'est arrêté sur la société Digaz. Donc c'est une société lettonne basée à Riga qui a développé une technologie de dual fuel diesel GNV. Donc le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet de s'adapter sur des locotracteurs déjà existants fonctionnant au diesel. On va
couper en fait les réservoirs de diesel en deux, les remplacer par des bonbonnes de gaz, de GNV, et injecter directement le GNV dans l'entrée d'air du moteur. Avec ça, on va aussi rajouter un calculateur électronique qui va permettre de gérer à la fois l'injection de diesel, de GNV, et pouvoir communiquer, enfin permettre de communiquer entre le conducteur et les équipements techniques. En revenant de notre expédition à Riga pour observer exactement comment fonctionnait cette technologie, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il faudrait étudier comment on pourrait adapter cette technologie sur des cas français. Et donc, c'est là où on a travaillé avec un consortium des Hauts-de-France sur l'intégration de la technologie dual fuel sur des locotracteurs en Hauts-de-France. On a lancé du coup l'étude en octobre-novembre 2019 avec un consortium dans lequel il y avait GRDF, la région Hauts-de-France, l'ADEME, la mission économique REF3, Fret SNCF et bien sûr Norlink. C'est la société Arterail qui a été retenue pour mener l'étude et elle s'est appuyée sur 3 autres entreprises, donc Digaz qui a développé la technologie dual fuel en Lettonie, 2C Consulting et le PSF. Je vais maintenant laisser la parole à Richard Lecoupeau qui travaille chez 2C Consulting pour nous présenter les résultats de l'étude. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui a été fait dans le périmètre de l'étude et ses résultats. Donc tout d'abord, pour vous présenter, on s'est appuyé sur 2 cas d'application réels qui sont assez antagonistes dans leur mode d'exploitation. Et c'était l'objectif, c'était d'avoir un peu les extrêmes que l'on pouvait trouver en termes d'exploitation de locotracteurs. D'un côté, on a travaillé sur une Fauvet Girel qui fonctionne sur un site industriel qui a plus de 10 locotracteurs en région Hauts-de-France. La particularité, c'est qu'il fonctionne en continu, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et étant donné qu'ils ont des cycles d'utilisation qui sont assez contraignants, ils ont une consommation journalière qui est très élevée puisqu'on parle de 500 litres de diesel par jour. Donc c'est une exploitation qu'on considérera comme intensive. De l'autre côté, on a étudié une BB400 qui est sur une plateforme logistique qui contient 5 locotracteurs de ce type. Ce locotracteur est équipé du moteur Vector 8, qui est un moteur assez récent, puisqu'il date de 2010, contrairement au moteur de la Fauvet Girel, qui est un Wärtsilä UD25, qui est beaucoup plus ancien technologiquement parlant. La BB400 fonctionne 5 jours sur 7 seulement, et seulement en une seule tranche de 8 heures sur les 24 heures. Ce qui fait que c'est une exploitation qui est peu intensive, et ce qui explique que la consommation journalière est faible, puisqu'on parle d'environ 100 litres de diesel par jour. Donc ça, c'est vraiment le côté d'exploitation peu intensif. Et avec ces 2 cas d'application, on a à peu près les extrêmes, et ça nous a permis d'étudier tous les paramètres d'influence à prendre en compte dans un rétrofit pour passer au dual fuel diesel-gaz sur les locotracteurs. Alors, passer un locotracteur au dual fuel, ce n'est pas une opération qui est très complexe d'un point de vue motorisation. C'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé, qui existe déjà dans le monde du routier, qui existe dans le monde de la production énergétique. Donc, l'implémenter sur un moteur de train, ce n'est pas une opération qui est trop complexe. Un point vraiment de complexité, c'est d'intégrer le stockage gaz. Parce qu'il faut bien comprendre que le stockage gaz prend beaucoup plus de place à ISO énergie contenue que le stockage de diesel, environ 5 fois plus de volume. Donc, il faut trouver de la place pour mettre le stockage gaz pour arriver à obtenir les autonomies nécessaires. Donc, ce que vous voyez, le plan en bas sur l'écran, c'est l'intégration que l'on a fait sur la Fauvet Girel. Donc, ce qu'on a fait, on a au centre du train, sous châssis, vous avez des petits ronds rouges là, qui représentent les réservoirs. Donc, les réservoirs ce sont des réservoirs cylindriques. On a divisé en 2 le réservoir de diesel, donc il est plus que sur une moitié du train en largeur, et sur l'autre moitié, on a mis des réservoirs gaz pour faire une partie du stockage gaz. Mais
après étude, ce stockage ne suffisait pas à offrir l'autonomie nécessaire demandée par l'exploitant, parce que l'exploitant nous a dit qu'il voulait à minima une journée d'autonomie en gaz. Donc, il fallait qu'on trouve d'autres endroits pour mettre du stockage gaz. Et donc, ce sont les cylindres que vous voyez sur le capot moteur, sur le dessus, en rouge. C'est ici qu'on est venu ajouter encore du stockage pour atteindre l'autonomie nécessaire pour faire une journée pleine. Avec l'ensemble de ces réservoirs gaz, on arrive à un total de 28 réservoirs installés. Ça fait 1540 litres de stockage, qui correspond à 354 kg de gaz. En plus, il nous reste toujours 950 litres de diesel sur la machine. Et comme ça, on peut garantir 3 jours d'autonomie pour la partie diesel et 1 jour d'autonomie pour la partie gaz. Donc, on respectait le cahier des charges qui avait été donné par l'exploitant. Pour le poids, ça augmente d'environ 1,6 tonnes la masse totale du locotracteur, ce qui représente 2,8% de la masse du locotracteur. Donc, c'est acceptable d'un point de vue homologation, et ça ne nécessitera pas de nouvelles homologations, freinage, équilibre et toutes ces choses-là. Donc, ça permet d'installer plus facilement les systèmes d'un point de vue normatif. Si on fait un focus aussi sur la partie avitaillement, qui était forcément un des sujets qui était abordé dans l'étude, il y avait 2 options qui étaient envisageables. Donc, il faut savoir que les réservoirs dont on a parlé sont en fait du gaz qui a été comprimé à 200 bars. Et il y a en gros 2 options qu'on a regardées pour faire le rechargement. Soit installer une station, donc une station GNV telle qu'on a l'habitude de le faire pour les poids lourds, soit utiliser un camion sur lequel il y aurait des racks de bonbonnes à l'intérieur et qui nous permettrait de faire le rechargement. Donc, pour expliquer un peu comment fonctionne une station GNV, c'est assez simple. La station est raccordée au réseau de gaz avec un compresseur qui va comprimer le gaz à 250 bars pour le mettre dans un stockage tampon. Et ensuite, ce stockage tampon est relié du coup à une pompe et avec un pistolet de recharge qui permet de faire la recharge à 200 bars dans les réservoirs. La différence entre les 2 options qu'on a regardées, c'était surtout une question de prix. Une station coûte aux alentours de 500 000 €, là où l'utilisation d'un camion-citerne reviendrait à environ 50 000 €. La question surtout à se poser, c'est en fonction de la taille de la flotte qui va être transformée et de sa consommation. Plus vous aurez une consommation haute et un nombre de locotracteurs important, plus il sera intéressant de passer sur une station. Dans le cas d'une expérimentation, un camion-citerne suffira pour alimenter le locotracteur qui serait expérimenté. Alors, l'équation économique, c'est un point qui est très important, puisque ce type de rétrofit, si on n'a pas d'aspect rentabilité, il est inenvisageable de le déployer. Donc, c'était un des gros axes de notre analyse. Il y avait bien sûr un aspect technique. Est-ce qu'on pouvait techniquement installer ça sur les machines? Donc, sur ce point-là, je peux vous répondre que oui, il n'y a aucun souci. Il y avait l'aspect économique. L'aspect économique, c'est ce que vous voyez sur cette slide. Donc, il y a 2 choses à prendre en compte. Quand on fait la transformation d'un modèle de locotracteur, il y a d'abord une phase de développement, d'étude pour intégrer le système sur un type de machine. Donc ça, c'est un coût qui est non répétable, hein, il n'est à payer qu'une seule fois. On parle d'un enjeu à 300-350 000 €. Puis la transformation de chaque machine coûtera entre 200 et 250 000 €. Donc ça reste des enjeux financiers qui restent limités, hein, au vu des enjeux de coût d'un locotracteur neuf. Le gros avantage, c'est qu'avec ces niveaux de coûts et sur une application que l'on considérera intensive, donc type la FOV-JRL, la machine jaune que vous voyez en bas, on est sur un retour sur investissement qui est de 4 ans hors aide. Donc ça veut dire que même sans mécanisme de subvention, on est sur un temps de retour sur amortissement qui est très court, puisque 4 ans reste une durée relativement limitée, d'autant plus que c'est des machines qui vont durer encore 20, 30, voire peut-être 40 ans. Donc, il y a un réel intérêt à investir aujourd'hui sur ces machines. Alors, tout ça, c'est porté par le fait que c'est le différentiel de coût carburant qui nous permet de trouver une telle rentabilité, puisqu'aujourd'hui, le GNV coûte à peu près 50% moins cher que le diesel.
d'autant plus que la fiscalité du diesel GNR utilisé en ferroviaire va augmenter pour s'aligner progressivement sur celle du routier. Donc la rentabilité se trouve par ce biais-là. Donc on s'est soucié des aspects techniques, des aspects économiques et bien entendu on s'est penché dans le cadre de l'étude sur les aspects environnementaux. Alors, sur le graphique à gauche, vous avez les émissions en mode de CO2 en mode diesel. Donc, vous voyez que sur une base de 100 locotracteurs en utilisation intensive, qui fonctionneraient comme aujourd'hui en mode diesel, on est sur une équivalence de 27 250 voitures. Alors, cette équivalence voiture, en fait, c'est les émissions de CO2 produites par une voiture utilisée de manière moyenne par les Français, c'est-à-dire une voiture qui fait environ 13 000 km par an et qui serait diesel et consommerait 6 litres au 100 km. Donc, on a créé cette équivalence voiture pour que ce soit facile de visualiser les chiffres. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 100 locotracteurs émettent l'équivalent de 27 250 voitures. Si on passait ces 100 locotracteurs diesel en fonctionnement dual fuel, en utilisant donc du diesel fossile et du gaz naturel qui serait fossile, on passerait à un équivalent de 25 950 voitures, soit 1300 voitures de moins. Donc c'est comme si on avait retiré de la circulation 1300 voitures en matière d'émissions de polluants, enfin de CO2. Et si on passait carrément en dual fuel, donc avec du diesel fossile, mais avec du bio-GNV, donc du gaz renouvelable, produit sur le territoire français éventuellement, là, c'est un gain de 11 800 voitures que l'on aurait. Donc, c'est comme si l'on retirait de la circulation 11 800 voitures. Donc, l'impact est quand même très fort. Alors, le CO2, c'est une chose, un gaz à effet de serre majeur, mais il y a aussi les autres polluants. Donc, on s'est aussi penché sur la question des NOx. Donc, le NOx, c'est un gaz qui est nocif pour l'homme et pour l'environnement aussi. Et ce que l'on voit, c'est que sur une base sans locotracteur, ce serait comme les émissions de NOx de 100 000 voitures. Donc, si on passait en dual fuel, on économiserait les émissions de NOx de 100 000 voitures. Les NOx, pour information, c'est ce qui a déclenché le Dieselgate avec Volkswagen. Hein. On parle du même polluant. Donc là, pour seulement 100 véhicules, on a un impact qui est vraiment majeur. On aura aussi des gains sur les particules, un gain très fort que l'on peut estimer entre 30 et 50% de gains en termes de baisse d'émissions. Voilà. Donc, il faut bien considérer que l'impact environnemental est très intéressant et très impactant, alors que l'on ne touche finalement que très peu de véhicules. Et donc, finalement, pour un investissement financier très limité, qui en plus a le bonheur d'être rentable, on a un impact environnemental qui est très fort. Et c'est vraiment tout l'intérêt de cette solution, c'est de pouvoir vraiment être très pertinent environnementalement. Alors, de l'autre côté, l'analyse économique sur la locomotrice qui est sur une exploitation qui est peu intensive. Alors, on est sur les mêmes enjeux financiers, c'est-à-dire que l'intégration et les coûts d'études pour l'intégration de la technologie sur la machine, donc sur la première machine, on parle pareil, entre 300 et 350 000 euros. Le coût répétitif de transformation des machines est de 225 000 euros. Il est légèrement supérieur à l'autre machine. C'est lié au fait que la technologie du moteur de cette locomotrice est un peu plus récent. Donc, on est sur les mêmes enjeux financiers. Par contre, du fait de l'exploitation moindre de la machine et de sa consommation moindre, et puisque l'économie est liée à la consommation de carburant, on est sur un temps de retour sur investissement de 120 ans, hors aide toujours. Et là, malheureusement, en 120 ans, ça dépasse la durée de vie de la machine, donc l'intérêt économique n'est pas présent. Ceci dit, si un mécanisme d'aide régional, municipal ou national était déployé, on pourrait peut-être tomber significativement la durée de retour sur investissement et revenir à quelque chose qui est plus pertinent pour un acteur économique. Donc, pour conclure un peu sur cette présentation, l'étude nous a montré qu'il y avait 3 critères qui étaient structurants pour voir s'il était intéressant de passer au dual fuel. Le premier critère, c'est l'âge du moteur. Donc, plus le moteur sera ancien, plus il sera simple de le transformer et du coup d'adapter le dual fuel.
Le deuxième point, c'est la taille de la flotte. Comme on l'a vu, les coûts d'études sont non négligeables, de l'ordre de 300 à 350 000 euros. Donc plus la flotte sera importante, plus on va pouvoir amortir ces frais d'études sur l'ensemble de la flotte et réduire le poids des études. Le troisième point, c'est la consommation annuelle des locotracteurs. Comme on l'a vu dans l'étude, on a deux cas qui étaient assez antagonistes sur la question de la consommation. Plus la consommation sera importante, plus la rentabilité sera assurée rapidement du fait de la différence de prix entre du GNV et du diesel. Donc la conclusion globale de cette étude, c'était de dire que le GNV et le bio-GNV représentaient un intérêt certain pour le secteur, que techniquement, il n'y avait pas de limitation particulière à l'utilisation du GNV ou du bio-GNV sur des locotracteurs, que les investissements, donc les coûts d'études étaient d'environ 300 à 350 000 euros, et les coûts de transformation de l'ordre de 200 à 250 000 euros. Donc, et ces chiffres, on voulait les mettre en lumière aussi par rapport à les gains qu'on pouvait faire aussi avec le passage au dual fuel. Donc, par exemple, dans le cas industriel, il faut savoir que les gains annuels par machine s'élevaient à 80 000 euros uniquement sur la partie carburant. Donc, c'était des gains qui étaient non négligeables et qui corroborent l'étude qu'on avait faite sur la rentabilité qui arrivait aux alentours de 4 ans. Donc voilà pour la présentation sur le locotracteur, le rétrofit de locotracteur en dual fuel diesel GNV. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.